Chapitre 7, loi usuelle continue. Alors je vais traiter ici uniquement la loi normale avec une partie des démonstrations. Si vous voulez une version plus complète où je vais traiter toutes les lois mais sans les démonstrations, eh bien vous avez une vidéo dont j'ai mis le lien dans les commentaires. Et puis si vous voulez les versions détaillées des lois uniformes et exponentielles, je vous laisse vous référer aux vidéos également. Alors, donc, loi normale. Alors, on commence par la loi dite normale centrée réduite. Alors, c'est la loi qui est de probabilité définie sur R par la fonction densité qui est définie ici, f de x. C'est 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x2 sur 2. Attention, cette formule-là est bien valable sur tout R. D'accord? Donc ça veut dire que pour tous les calculs d'intégrale qu'on aura à faire, on n'a pas le choix, on est sur des intégrales généralisées avec des problèmes sur les deux bornes, donc il faudra séparer le problème en deux, traiter chacun des deux séparément, et si les deux existent, on pourra regrouper tout ça. Alors, on admet que cette fonction f est une fonction densité. Pourquoi? Pas à cause du premier critère. Là, c'est une exponentielle, donc très clairement, c'est une fonction qui est continue sur tout R. Pas à cause du deuxième critère. C'est une exponentielle, j'ai du 1 sur racine de 2pi, c'est très clairement positif sur tout R. Là où je suis bloqué, c'est le troisième critère. Vous voyez bien que l'exponentielle là, de moins x2 sur 2, j'ai clairement pas de primitif direct. J'ai pas du u' exponentielle de u. Je pourrais essayer de faire une IPP, sauf qu'en fait, ça marchera pas. Si je veux faire une IPP, qu'est-ce que je fais? Je mets le 1, je vais forcément dériver mon exponentielle, donc le 1 je vais l'intégrer, je vais avoir alors un x qui vient de l'intégration du 1, et puis je vais avoir encore un x qui vient de la dérivée de l'exponentielle. Je vais me retrouver avec du x carré exponentielle de moins x2 sur 2, et ça je ne sais pas plus faire. Donc on est capable de démontrer que l'intégrale vaut bien 1, par contre, vous n'avez pas les outils pour pouvoir le faire. Donc on va l'admettre. Alors, je vous ai tracé donc la fonction f. On a ce qu'on appelle une courbe en cloche. Et puis, donc, si je veux une probabilité, ben, il va falloir calculer l'aire sous la courbe. Alors, au niveau de les notations, ben, on note la loi normale centrée réduite n01. Et donc, si je veux calculer une probabilité, la probabilité que x appartienne à CD, c'est l'intégrale de CAD de f de x dx. Mais pour la même raison que je n'ai pas été en mesure de démontrer que c'était une densité, je ne suis pas en mesure de calculer cette probabilité. Donc on n'a pas le choix, quand on voudra calculer des probabilités avec la loi normale, on utilisera la calculatrice. Je vous laisse vous référer aux vidéos qui concernent cet outil-là. Alors, si on admet que f est bien une densité, eh bien forcément, on obtient que l'aire totale sous la courbe de f vaut 1. Une petite chose qu'on peut démontrer assez facilement. Dans un repère orthogonal, la courbe de f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, on sait, on se rappelle, ça veut dire que ma fonction, en fait, elle est paire. Donc, vérifions que vaut f de moins x. Eh bien, f de moins x, c'est quoi? C'est 1 sur racine de 2pi fois l'exponentielle de moins x au carré sur 2. J'ai donc 1 sur racine de 2pi exponentielle du coup de moins x2 sur 2. Et ça, c'est f de x. Donc, je viens de démontrer que ma fonction est paire, et donc, dans un repère orthogonal, sa courbe représentative est bien symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, j'ai des conséquences de cette symétrie. Par exemple, eh bien, probabilité que x soit plus petit que 0, c'est égal, donc c'est l'aire ici que je mets en bleu, bien ça, par symétrie, c'est égal à l'aire que je mets ici en vert. C'est-à-dire p de x plus grand ou égal à 0. Et puis comme la somme des deux, ça fait 1,
bon bah forcément les deux sont égales à 1/2. Ensuite, si je prends un réel U, je sais pas, moi je vais le prendre, prenons U ici. Bon, alors je vais avoir moins U qui va être là, j'ai la symétrie, donc moins U est ici. Probabilité de x plus petit que moins U, bien c'est l'air ici en vert, en allant jusqu'à moins l'infini. Par symétrie, vous voyez bien que c'est égal à l'air que je mets ici en bleu, en allant à plus l'infini. Donc l'air en vert, qui est la probabilité de x plus petit ou égal à moins U, c'est égal à l'air en bleu, qui est égal à P de x plus grand ou égal à U. C'est ce qu'on a de noter ici. Et puis, ce qu'on voit, c'est que si je mets, disons en jaune, l'air, alors, non pas juste entre le bleu et le vert, mais je prends aussi en compte le vert. Donc tout ce qui est au milieu plus le vert. Eh bien, vous voyez que l'air en bleu plus l'air en jaune, ça donne 1. Donc, ça veut dire que l'air en bleu, c'est 1 moins l'air en jaune. Et l'air en jaune, c'est quoi? C'est P de x plus petit ou égal à U. D'où ce que j'ai décrit ici. Une autre propriété que je peux démontrer, ou en tout cas que je peux vérifier ici sur mon dessin. Alors, à nouveau, je vais reprendre un U. Oula, je vais faire un vrai trait, une vraie droite. Hop, je prends U ici, moins U ici. Bon, probabilité de x compris entre moins U et U. Bah, c'est l'air ici que je mets en bleu. Donc cet air-là, bah, on voit bien que quand je fais cet air plus, on va dire cet air-là en verte, qui part de moins l'infini, plus l'air ici en jaune, qui va plus l'infini, bah, j'ai 1 en tout. Donc ça veut dire que l'air en bleu, c'est 1 moins l'air en jaune, moins l'air en vert. Oui, mais tout à l'heure, on a démontré, on a vérifié, et on peut le démontrer par symétrie, que l'air en verte est égal à l'air en jaune. Donc en fait, l'air en bleu, c'est 1 moins 2 fois l'air en jaune. Et l'air en jaune, c'est quoi? C'est P de x plus grand ou égal à U. Et puis, ce qui nous sera utile, notamment quand on utilisera la calculatrice, c'est pas tant cette expression-là en fonction de P de x plus grand ou égal à U, ce sera P de x plus petit ou égal à U. Mais c'est un petit peu plus difficile à voir sur le dessin. Par contre, ce qu'on peut faire facilement, c'est remarquer que, si je reprends la formule qui est juste avant, P de x plus grand ou égal à U, on a dit c'est 1 moins P de x plus petit ou égal à U. Bon je fais le calcul, j'ai donc 1, moins 2, moins qui fait plus, 2 P de x plus petit ou égal à U. C'est exactement ce que je viens de vous écrire ici. Donc, ces petites propriétés-là, c'est pas forcément la peine de les apprendre par cœur, mais en tout cas, il faut être capable de les retrouver. Et comment est-ce qu'on les retrouve? En refaisant les petits dessins. D'accord? C'est pas une démonstration, mais en tout cas, ça se vérifie bien et ça permet de retrouver. Et puis pour la dernière, elle, je vous le conseille quand même de la prendre parce qu'on va beaucoup l'utiliser, mais en tout cas, vous voyez qu'on la retrouve très facilement à partir du reste. Bon, voyons quand même l'espérance et la variance. Alors, là, c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on a fait avant, puisque cette fois, on a de vraies intégrales généralisées. Alors, pour l'espérance, ça va plutôt bien se passer. Donc, on se rappelle, je vais le mettre ici, e de x, par définition, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x f de x dx. J'ai un problème en moins l'infini et j'ai un problème en plus l'infini. Donc, il faut que je traite les deux. Alors, je vais, pour commencer, prendre grand A, un nombre positif. Et je vais calculer, alors, comme en plus j'ai de la symétrie, je vais calculer l'intégrale de 0 à grand A
de x f de x dx, c'est-à-dire ici x fois 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x2 sur 2 dx. Alors, ici, je peux remarquer que j'ai une forme du type u' exponentielle u, où on a u de x qui vaut moins x2 sur 2, et donc u' de x qui est égal à quoi? Eh bien, x2, quand je le dérive, j'ai 2x, donc divisé par 2, il ne me reste plus que x, et le moins, donc moins x. Donc, à une constante près, j'ai une primitive directement. Donc, je vais avoir exponentielle de moins x2 sur 2, et puis du coup, il manque le moins, et j'ai le racine de 2pi, que je n'oublie pas. Donc ça, entre 0 et grand A. Je fais le calcul, je vais donc avoir 1 sur racine de 2pi, moins exponentielle de moins a carré sur 2, divisé par racine de 2pi. Je prends la limite lorsque a tend vers plus l'infini de tout ça. Au niveau notation, je vais un petit peu plus vite. Bon, a tend vers plus l'infini, a carré aussi, a carré sur 2 aussi, donc moins a carré sur 2 tend vers moins l'infini. L'exponentielle en moins l'infini, ça fait 0. J'ai donc 1 sur racine de 2pi. Donc ça veut dire que l'intégrale de 0 à plus l'infini de x f de x dx existe et est égale à 1 sur racine de 2pi. Je vais maintenant m'attaquer au problème en moins l'infini. Donc je prends b, un nombre négatif, et je vais cette fois calculer l'intégrale de b à 0 de x fois 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x2 sur 2 dx. Même primitive. D'ailleurs, si j'avais la théorie sur les changements de variables dans les intégrales, à ce moment-là, je pourrais aller un petit peu plus vite. Je ne l'ai pas, c'est pas grave, c'est les mêmes calculs que tout à l'heure. Donc il suffit de l'écrire. Hop. Attention, cette fois je vais de b à 0. Donc je vais avoir ici exponentielle de moins b carré sur 2 divisé par racine de 2pi moins 1 sur racine de 2pi. Et lorsque b tend vers moins l'infini, quelle est la limite? Eh bien, b carré tend vers plus l'infini, donc moins b carré sur 2 tend vers moins l'infini, l'exponentielle moins l'infini, ça fait 0. J'ai donc moins 1 sur racine de 2pi. J'en déduis donc que l'intégrale de moins l'infini à 0 de x f de x dx existe et est égale à moins 1 sur racine de 2pi. Au final, j'en déduis que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x f de x dx existe, et c'est égal à quoi? C'est l'intégrale de moins l'infini à 0 de x f de x dx, plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de x f de x dx, c'est-à-dire moins 1 sur racine de 2pi, plus 1 sur racine de 2pi, ce qui fait 0. Et ça, c'était e de x. Je viens bien de démontrer que l'espérance de x vaut 0. Bon, et la variance maintenant? Pour la variance, c'est plus compliqué. Alors, la variance, on se rappelle, c'est e de x carré moins e de x au carré, où on a e de x carré qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré f de x dx. Alors, encore une fois, je sais
que je vais devoir diviser le problème en deux et traiter les deux problèmes. Alors, je vais commencer par exemple avec A positif. Je prends l'intégrale de 0 à grand A de x carré fois du coup 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x2 sur 2 dx. Le problème ici, c'est que j'ai pas de primitive directement. X exponentielle de moins x2 sur 2, oui, j'en avais une, par contre x carré, j'en ai plus. Donc j'ai pas le choix, je vais devoir faire une IPP. Il faut que je mette quelque chose dans le u de x à dériver et quelque chose dans le v' de x à intégrer. Si je reprends ce que j'ai fait déjà plein de fois, je vais mettre l'exponentielle quelque part et le x carré ailleurs. Si je fais ça, le problème c'est que mon exponentielle, je n'ai pas de primitive, donc je suis obligée de la dériver. Donc ça veut dire que le x carré, va falloir que je l'intègre. Donc je vais avoir du x cube, et puis je vais avoir un x qui sort de la dérivée de l'exponentielle. Donc je vais me retrouver avec du x puissance 4 exponentielle de moins x2 sur 2. Ça, je sais encore moins faire. Donc ça veut dire qu'il faut que je m'y prenne autrement. Comment est-ce que je peux faire autrement? Je peux découper mon x carré et mettre un x d'un côté et un x de l'autre. Et je vais me retrouver avec du x exponentielle de moins x2 sur 2. On a vu juste avant qu'on connaît une primitive de ça. Donc, allons-y, je vais mettre un x dans le u de x, et puis dans le v', je vais mettre x sur racine de 2pi exponentielle de moins x2 sur 2. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? U', ça me donne 1, et v de x, j'ai quoi? Je vais avoir exponentielle de moins x2 sur 2 divisé par racine de 2pi. Attention, on a déjà dit tout à l'heure, il y a un moins aussi. Allons-y, formule de l'intégration par partie, j'ai u de x fois v de x, donc moins x exponentielle de moins x2 sur 2 divisé par racine de 2pi, moins l'intégrale, alors tout ça a pris entre 0 et 1 bien évidemment, moins l'intégrale de 0 à a de u' de x fois v de x, c'est-à-dire moins exponentielle de moins x2 sur 2 divisé par racine de 2pi, et j'oublie pas mon dx. Très bien. Alors, le premier morceau, pas de souci, ça fait moins a exponentielle, pourquoi j'ai mis un crochet? J'ai pas besoin du crochet. Ça fait donc moins a exponentielle de moins a carré sur 2 divisé par racine de 2pi. Et puis, je vais avoir plus 0. Et la deuxième, la deuxième, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire, mais on remarque quand même quelque chose. Si je mets le moins à l'extérieur, je vais avoir plus, et je vais avoir l'intégrale de quoi? J'ai exactement l'intégrale de f de x dx. Alors cette intégrale, je ne sais pas la calculer, mais je sais quelque chose. On a dit, et on a admis, que f était une densité de probabilité. Ça signifie que l'intégrale, ça implique, ce qui nous intéresse, que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx existe, et même plus, elle est égale à 1. Et si ça existe, ça implique que forcément, l'intégrale de moins l'infini à 0 par exemple, de f de x dx existe, et l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de x dx existe aussi. Alors ça existe, si je veux aller plus loin, je peux même dire qu'il existe un certain nombre L fini, tel que l'une des deux de mes intégrales vaut L et l'autre vaut 1 moins L, puisque la somme des deux fait 1. Bon. En réalité, ici, j'en ai même pas besoin. Si je reprends mon calcul
alors on va dire qu'en rouge, hein, c'est un brouillon, hein, ou c'est un aparté. Donc je reprends la suite, hein, de ce que j'ai écrit en bleu. Quelle est la limite lorsque a tend vers plus l'infini de tout ça? Eh bien, le premier morceau, j'ai du moins a exponentielle de moins a2 sur 2. On sait qu'à l'infini, l'exponentielle est bien plus fort que les x, donc ça tend vers 0. Et mon deuxième morceau, mon intégrale, eh bien, je sais qu'elle converge vers l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de x dx. Et j'ai pas besoin ici de dire combien ça vaut. Peu importe. On pourrait dire, hein, comme elle est symétrique, on sait que le L, hein, dont je parlais, c'est 1,5. Mais peu importe, laissons comme ça. Ça existe et ça vaut cette intégrale-là. Si je regarde de l'autre côté, eh bien, quand je prends b négatif, je vais avoir la même chose. Donc l'intégrale de x2 fois 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x2 sur 2 dx. Je vais faire la même IPP, je vais avoir les mêmes morceaux, simplement je vais de b à 0, donc je vais avoir b exponentielle de moins b carré sur 2 divisé par racine de 2pi, je vous laisserai faire le détail, hein, si ça vous intéresse, plus l'intégrale de b à 0 de f de x dx. Et donc, quand je vais prendre la limite lorsque b tend vers moins l'infini, eh bien, mon b exponentielle de moins b2 sur 2 tend vers 0, et il me reste l'intégrale de moins l'infini à 0 de f de x dx. Alors, ce que j'ai pas dit juste avant, c'est que je pouvais déduire que l'intégrale de 0 à plus l'infini de x carré f de x dx existe et est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de x dx. Et de la même façon, ici, je viens de montrer que l'intégrale de moins l'infini à 0 de x carré f de x dx existe et est égale à l'intégrale de moins l'infini à 0 de f de x dx. On retient ce qu'on vient de dire. Donc, vu tout ce que je viens de démontrer, je peux en déduire que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré f de x dx existe. Et c'est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale de moins l'infini à 0 de x carré f de x dx plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de x carré f de x dx. Oui, mais on a dit, le premier morceau, c'est l'intégrale de moins l'infini à 0 de f de x dx. Le deuxième, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de x dx. J'ai donc en tout l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx. Et ça, comme j'ai une densité de probabilité, ça vaut 1. Donc j'ai démontré ici que l'espérance de x carré, ça vaut 1. Bon bah maintenant, c'est fini. Variance de x, du coup, existe. Et c'est égal à quoi? C'est l'espérance de x carré, on vient de trouver que c'était 1, moins l'espérance de x qui est 0 au carré, c'est-à-dire 1. J'ai donc démontré ce que je voulais. Donc vous voyez, on a réussi à démontrer que la variance était 1 sans faire totalement les calculs. Par contre, on a été obligé d'admettre que f est une densité de probabilité, d'admettre que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx existe et est égale à 1. Bien. Quelques éléments sur les autres lois normales. Alors, comment est-ce qu'on passe d'une loi normale, comment est-ce qu'on définit déjà une loi normale de paramètres m et sigma carré? Eh bien, en se ramenant à une loi normale centrée réduite.
pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Si x suit la loi normale n m sigma carré, on pose grand Z, qui est x moins m sur sigma. Et cette nouvelle loi, elle suit une loi normale centrée réduite. D'ailleurs, quand on pose z comme ça, on dit qu'on centre et qu'on réduit la variable aléatoire. Alors, ça marche dans ce sens, mais dans l'autre sens, si z suit la loi normale n01, alors forcément, m plus sigma z suit la loi normale m sigma carré. Une remarque, vous voyez que partout je mets sigma carré, je ne mets pas variance. Il faut s'y tenir. Pourquoi? Alors, en soi, c'est la même chose. Par contre, moi, j'utiliserai toujours sigma carré, même quand je vais remplacer par des nombres, je vais écrire 3 au carré, j'écrirai pas 9. Pourquoi? Tout simplement parce que vos calculatrices veulent sigma, pas sigma carré. Et si vous mettez, par exemple, 9, il y a de très très grandes chances, et je le sais par expérience, pour que vous mettiez le 9 dans votre calculatrice, alors qu'il vous faut le 3. Donc si vous pensez à marquer toujours sigma carré, il y a quand même beaucoup plus de chances pour que vous ne fassiez pas l'erreur. Bon, quelques remarques. Alors, on peut écrire la densité de cette loi normale, mais là, la fonction, c'est encore pire que celle qu'on avait tout à l'heure. On a du m, on a du sigma, un peu de partout, et on ne sait pas du tout calculer son intégrale, pas plus que celle qu'on avait tout à l'heure. La courbe de f, c'est ce qu'on appelle aussi une gaussienne. Donc on a aussi une courbe en cloche, mais on appelle ça donc une gaussienne. Et dans le cas général, ici, elle va être symétrique, non plus par rapport à l'axe des ordonnées, mais par rapport à la droite d'équation x égale m. Et puis, les lois normales, on parle aussi de loi de Laplace-Gauss, puisque messieurs Laplace et Gauss ont étudié ces lois-là. Alors je vous ai représenté ici des lois normales, donc j'ai fixé m, elles ont toutes la même espérance, ici espérance qui vaut 5, alors si je veux je peux rajouter mon axe x égale à m, donc on voit qu'on a bien la symétrie dans tous les cas. Alors ce qu'on remarque c'est qu'on en a qui font des pics, d'autres qui sont plus aplatis. Si on réfléchit 2 secondes, un sigma qui est petit, ça veut dire que j'ai peu de dispersion autour de mon m, de mon espérance. C'est bien ça, j'ai un pic, puisque le très gros des valeurs est juste autour de m. Au contraire, si je prends sigma qui est grand, je vais avoir beaucoup de dispersion, et donc je vais avoir plein de valeurs, un peu de partout. Et donc forcément, j'ai quelque chose de beaucoup plus plat. Bon, si je fixe sigma maintenant, et que je change m, bien vous voyez qu'on a la même courbe, simplement elle est décalée, elle est translatée. Et puis je vais avoir le nouvel axe de symétrie qui est toujours en x égale à m. Une propriété pour terminer. Si x suit la loi normale de paramètres m et sigma carré, alors je sais que l'espérance de x c'est m et la variance de x c'est sigma carré. D'ailleurs pour ça qu'on prend ces notations-là. Alors comment est-ce qu'on peut le démontrer? Bien assez facilement. Posons, je vais mettre en bleu, on verra mieux. Posons, ensuite, j'y arrive, posons, t qui est égal à, je vais la centrer et la réduire, donc x moins m sur sigma. Du coup, je sais que t suit une loi normale, cette fois de paramètre 0,1. Comme c'est une loi de paramètre n01, je sais que, par exemple, l'espérance de t, c'est égal à 0. Oui, mais l'espérance de t, c'est quoi? C'est l'espérance de, alors, x moins m sur sigma, ce que je peux aussi réécrire, 1 sur sigma fois x moins m sur sigma. Donc ça vaut 1. Et puis, je sais que l'espérance de a fois x plus b, c'est a fois donc 1 sur sigma espérance de x plus b, donc ici moins m sur sigma. Pourquoi j'ai mis 1? C'est 0. Donc ça vaut 0.
Je multiplie les deux par sigma, à droite et à gauche plutôt, et je vais avoir E de x, si je passe le m de l'autre côté, qui est égal à m. De façon similaire, la variance de t, c'est égal à 1. J'ai donc variance de 1 sur sigma x moins m sur sigma qui est égal à 1. Oui, mais variance de ax plus b, je sais que c'est a carré fois variance de x. J'ai donc 1 sur sigma carré fois variance de x qui est égal à 1, c'est-à-dire variance de x qui est égal à sigma carré. Voilà qui conclut ce chapitre.